Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je disais que je voulais d'abord vous souhaiter tous la bienvenue à ce premier salon virtuel pour l'entrepreneuriat et la petite entreprise. Aussi, vous exprimer vraiment ma joie aujourd'hui d'être parmi vous, de participer à cette séance d'ouverture. Comme vous le savez parfaitement, l'entrepreneuriat est aujourd'hui plus qu'avant au cœur du nouveau modèle de développement voulu et initié par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Dans ce rapport, il apparaît clairement la nécessité de sécuriser l'initiative entrepreneuriale et de favoriser l'inclusion économique, notamment des jeunes, et ce, afin de libérer toutes leurs énergies et permettre à leur créativité de s'exprimer dans tous les domaines. L'entrepreneuriat est également au cœur de la région de Marrakech-Safi, à travers ces femmes et ces hommes qui ont été depuis la nuit des temps des entrepreneurs, des commerçants dans cet axe stratégique et carrefour des routes et des échanges nord-sud, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. C'est un esprit entrepreneurial qui a montré toute sa résilience durant cette crise de pandémie Covid. Et comme vous le savez parfaitement, Marrakech a été bien impactée par cette crise, bien plus que les autres régions du Maroc, et qui ont montré aussi le talent de ces hommes et ces femmes dans la relance et la réinvention de l'économie de demain. Aujourd'hui, ce sont des programmes pilotes de très grande envergure qui sont lancés dans tous les territoires de la région afin de faire émerger un véritable hub entrepreneurial. Au-delà de la déclinaison régionale du programme Intelaqa, lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, où notre région se positionne ou occupe la 3e place au niveau national, nous avons un ambitieux programme d'insertion économique des jeunes avec le ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise et de l'emploi et des compétences, et en partenariat avec l'INDH et la participation active de la Banque mondiale. Ce programme qui vise à accompagner à peu près une quarantaine de milliers de jeunes pour leur insertion économique, et que ce soit par la formation, l'emploi ou l'entrepreneuriat, est aujourd'hui bien lancé. Et vous aurez l'occasion, Inch'Allah, tout à l'heure d'avoir une idée sur les premiers résultats acquis à ce jour. Je tiens juste à donner quelques chiffres pour dire qu'il y a déjà 16 centres dédiés qui sont d'ores et déjà aménagés, équipés et qui pourront recevoir dans quelques semaines les jeunes de toute la région, en plus de 2 unités mobiles complètement réaménagées et qui sillonneront le territoire de la région pour aller au plus près des populations, qu'elles soient rurales ou urbaines. Et notamment, c'est un programme qui s'appuie aussi sur toute une infrastructure déjà prête et qui est déjà opérationnelle de nos partenaires, notamment associatifs. D'autres initiatives qui sont portées par la région permettront de renforcer très bientôt, Inch'Allah, l'infrastructure d'accueil des investissements et des investisseurs. Je cite juste à l'occasion, nous avons des projets qui vont démarrer dès l'année prochaine qui concernent la réalisation de parcs technologiques, de zones logistiques à travers toute la région, une agropole et bien d'autres infrastructures d'accueil, comme j'ai dit, pour les investisseurs, et qui verront le jour dès l'année prochaine et qui permettront et qui serviront au développement économique de notre région et de notre pays. Donc, sans vouloir trop tarder, je voudrais tout simplement dire que ce programme, parmi toutes les autres initiatives qui seront présentées durant ces 2 jours de salon, montre l'importance qui est accordée à l'entrepreneuriat et à la petite entreprise par l'ensemble des acteurs publics et privés, et ce, sous l'impulsion et grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Merci et bon succès à cette rencontre que j'espère sera en présentiel dès sa 2e édition, Inch'Allah. Merci. Merci, Monsieur Louali. La parole est donnée à Monsieur le ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, des compétences, de l'emploi et des compétences. Voilà, Monsieur Skouri, c'est à vous. Merci. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Monsieur le Wali, Monsieur le directeur du CRI,
Monsieur le directeur de la Caisse centrale de garantie, c'est Hicham. Comment vous l'appelez aujourd'hui? C'est déjà acté ou pas encore? De toute façon… ça a été acté. Alors, légalement, c'est la Société nationale de garantie de financement de l'entreprise. Mais on a un brin, donc on a essayé de donner quelque chose de beaucoup plus simple. C'est Temouilcom. Temouilcom. Je m'adresse également aux partenaires présents parmi nous. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous pour le lancement de cette première édition du CRI Entrepreneurship Expo, qui effectivement met en valeur le rôle pionnier de la région de Marrakech-Safi, des efforts importants, une mobilisation importante pour je dirais, la fédération des parties prenantes autour d'une problématique qui a été au cœur du nouveau modèle de développement. Le nouveau modèle de développement, comme vous le savez tous, est un modèle d'intelligence collective qui résulte d'une démarche participative élaborée par les Marocains pour les Marocains. Il s'agit d'une restitution de citoyens, de jeunes, de moins jeunes, de femmes, d'hommes, d'experts qui ont formulé de manière simple, mais en même temps recherchée et assez profonde, leur conception du Maroc de demain. C'est un design thinking au sens large du terme. C'est un design thinking collectif qui a placé le citoyen marocain au cœur d'une réflexion orientée vers le renforcement des capacités individuelles et collectives à la fois. Une manière d'inscrire le pays dans une dynamique de développement soutenue et durable. Cette dynamique souhaitée par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, positionne l'acte d'entreprendre au centre du développement qui est souhaité par notre pays. La voie marocaine du développement se veut donc entrepreneuriale, libératrice d'énergie, égalitaire au sens genre, mais aussi sociétale, au-delà naturellement de la seule dimension de la croissance ou même du développement économique proprement dit. L'objectif est de contribuer à propulser notre pays dans beaucoup de domaines, dans le tiers supérieur des différentes nations, des différents classements mondiaux des nations d'ici 2035. Pour cela, nous devons faire de grands choix qui devraient permettre d'aller vers un rythme de développement fort sans aucune forme d'exclusion, ce qui suppose la création d'une capacité à soutenir tous les pans de la société, mais surtout toutes les opportunités entrepreneuriales créatrices de valeurs socio-économiques. Cela implique un rôle primordial à jouer par l'ensemble des composantes de notre société, à l'échelle centrale, mais également décentralisée et déconcentrée, et naturellement avec l'émergence du nouveau secteur de la société civile qui est fondamental dans ce partenariat. Il s'agit que pour chacun de prendre ses responsabilités autour d'une offre d'accompagnement intégrée à toute personne souhaitant entreprendre, quelles que soient ses qualifications, ses moyens financiers. Il s'agit de conceptualiser et de mettre en place des écosystèmes d'accompagnement régionaux et performants, innovants et performants, tenant compte d'un contexte de reprise post-Covid dont les prémices sont en train de se confirmer et espérons effectivement que ce soit le cas. Les interactions des parties prenantes devraient se compléter dans le cadre d'un processus riche en opportunités. Ce processus devrait débuter à l'école en inculquant un esprit d'autonomie, d'orientation vers les solutions, de volonté de réussir. Il doit transiter par des structures d'incubation en coachant, si vous permettez l'utilisation du terme, les phases d'idéation et les mener à une maturité plus importante
de business plan, d'études de marché, de création, statut juridique adéquat et de financement. Soutenir les phases de développement et d'accélération post-création en dotant ces unités économiques et de compétences nécessaires pour chercher leur premier marché, pour constituer des équipes compétentes, pour élaborer leurs offres, et ainsi de suite. C'est pour cela que je tiens à saluer cette initiative innovante, 100% virtuelle, donc je vous en félicite. On a toujours les aléas du virtuel, ça fait partie du décor. Et immersif, et je retiens bien ce terme-là qui est fondamental et important. Porté par le Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi, avec naturellement un appui que je connais de la part de M. Louali, qui a beaucoup de choses à dire et à donner dans ces sujets-là en particulier. Alors cela permettra sans aucun doute d'abord de rapprocher les entrepreneurs et les porteurs de projets des offres de financement et d'accompagnement, et notamment des organismes régionaux. Cela permettra, j'espère, de profiter des formations proposées dans le cadre de ce salon, tout en partageant des expériences de réussite, tous secteurs confondus, et donc de s'en inspirer. En tant que ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, je suis partenaire, je suis porteur du partenariat du ministère avec les régions et toutes les composantes de l'écosystème. Et nous nous inscrivons notre stratégie d'accompagnement dans l'esprit de ce type d'initiative, dont l'ADN est d'aller vers les porteurs de projets et les entrepreneurs. L'objectif étant de les informer et les sensibiliser aux mécanismes d'appui existants, d'identifier leurs besoins pour leur apporter un soutien concret dans le cadre des offres que nous co-construisons avec un ensemble d'acteurs pour faire en sorte que nos politiques publiques les impactent positivement dans leur processus entrepreneurial. Il s'agit pour notre gouvernement et pour nous d'une priorité nationale pour aller vers un modèle de développement transformant, performant et inclusif. D'ailleurs, vous le savez bien, le gouvernement a placé cette question au cœur de ses préoccupations. De grandes initiatives vont être lancées incessamment. La première porte sur les grands et les petits chantiers, qui n'est pas réellement dans ce que vous faites, mais la deuxième, qui s'appelle Força, sera l'occasion de dérouler une sorte de re-ingénierie de ces accompagnements et ces processus en complémentarité et en mobilisant tous les dispositifs existants, notamment les dispositifs de financement. Sans plus tarder, si vous m'en donnez l'autorisation, je peux déclarer cette première édition du Seri Entrepreneurship Expo ouverte et je vous souhaite très sincèrement une excellente expérience et une belle immersion à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité, de m'avoir associé à votre événement. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre intervention. Je retiens les fortes ambitions qui ont été exprimées dans ce discours de votre ministère, où, comme vous l'avez dit, chacun de nous a son rôle à jouer. C'est un rôle et un devoir aujourd'hui à jouer. Nous, régions, nous, institutions, société civile, effectivement également. Et vous l'avez dit, le nouveau modèle de développement veut avoir une société inclusive. Vous avez parlé de performance, de transformation. Et effectivement, ce sont des termes qui sont très chers aujourd'hui pour la réussite de notre projet commun. Je vais très vite présenter les membres, les personnes qui participent à cette table ronde d'ouverture. Nous avons avec nous M. Hicham Sarghini, qui est le directeur général, comme l'a dit Monsieur le ministre, de la nouvelle appellation Société nationale de financement de garantie ou de garantie et de financement de l'entreprise, qu'on peut appeler Tamwilkoum ou Tamwilokoum. Bonjour, Si Sarghini, Mhababik. Bonjour, et merci pour votre invitation. Nous avons également avec nous Madame Maryam Zahiri. Madame Maryam Zahiri, vous êtes sous votre double casquette de directrice générale, je crois on dit senior manager, senior managing director de la région MENA au sein de CIF, l'un des fonds de capital risque au Maroc, et également présidente de la commission Start-up et transformation digitale à la CGEM, la Confédération patronale. Bonjour, Madame Zahiri.
Bonjour, merci pour l'invitation et ravi d'être parmi vous. Marhaba bik. Et avec nous également, on est très fiers, Madame Hind Qaderi, qui est experte Banque mondiale et qui a conseillé le président de la commission sur le nouveau modèle de développement. Il en sera question aujourd'hui. Donc, Madame Qaderi, bonjour. Bonjour, merci beaucoup, Simsefer. Et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui dans cette table. Merci. Très bien. Alors, nous avons également, je crois, du ministère de l'Emploi, de l'Inclusion économique et des compétences qui pourra intervenir. Madame Mahaté avec nous. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, nous allons faire fi un peu de la galanterie, commencer par Sisserini, parce que après plus de 70 ans de réalisation, c'est vrai que la Caisse centrale de garantie aujourd'hui a franchi une nouvelle étape de son histoire en se transformant en société anonyme, qui porte donc cette dénomination, excusez-moi un peu barbare, de SNGFE, mais qu'on appelle Tiemwilcom, justement, nouvelle identité de marque, donc Tiemwilcom. Son objectif est toujours de faciliter l'accès des entreprises et au financement et à la garantie, enfin, au financement et d'œuvrer pour l'essor économique national, et ce à travers une panoplie d'instruments de financement adaptés à chaque étape du cycle de vie de l'entreprise. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un mot rapide sur cette transformation pour que tout le monde qui nous suive ici nous comprenne? Si vous permettez, avant c'est Hicham, si vous Oui, permettez. monsieur le ministre. Comme vous le savez, nous sommes jeudi matin et tous les jeudis matins, il y a un conseil du gouvernement. Donc, avec votre permission et la permission de toutes les personnes qui participent à cet événement, j'aurais vraiment souhaité continuer et vraiment assister au débat et écouter toutes les recommandations et les interactions. Madame Iman Belmati, comme vous l'avez bien dit, Yassine sera là, mais j'ai le devoir de rejoindre le conseil de gouvernement, d'autant plus que je présente aussi l'un des projets phares, je dirais, du dispositif gouvernemental en matière d'emploi ce matin même. C'est pour vous dire que l'événement m'est très très cher pour pouvoir, et j'ai tenu avec Madame Belmati à ce qu'on soit présent avec vous, mais vous m'excuserez pour la suite si ça ne vous dérange pas. Bon courage, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et bonne continuation, Inch'Allah. Beaucoup de succès. Merci beaucoup. Bientôt. La parole, c'est bon? Je continue? Oui, c'est Sereni, c'est à vous. D'accord, très bien. Écoutez, déjà, je vous remercie. Vous allez m'excuser, je vais vous couper juste 2 secondes. D'abord, j'ai oublié de dire que c'est Hicham, on se connaît depuis 25 ans, 26 ans. On a fait nos classes de garantie ensemble au début, donc très jeune à l'époque. Enfin, je vois qu'il a encore les cheveux noirs. Moi, non, mais c'est gris là. Ça commence sur les côtés. On ne le voit pas. C'est bien caché. En tout cas, je suis heureux de te revoir, ainsi que Monsieur le ministre. D'ailleurs, j'ai oublié de dire aussi que depuis 25 ans, on se connaît également. Sur cette même thématique, on avait un peu commencé nos classes, j'allais dire, de l'administration publique à l'époque. Et c'était sur cette thématique. Et on a fait un peu le tour du Maroc aussi. C'était un peu la réforme de la CCG. Je vois qu'il y a une nouvelle appellation, la Société Anonyme. Je rappelle qu'en 1995, c'était la réforme de la CCG à l'époque. En tout cas, je suis heureux de devoir participer avec nous, mais je vais devoir aussi m'éclipser pour quelques heures pour une urgence absolue. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir, si vous êtes encore tous connectés, ça c'est l'avantage par contre du virtuel, pour venir me connecter avec vous. En tout cas, je suis content réellement à ce que l'on puisse lancer cette initiative avec le CRI et je suis certain que ce genre d'initiatives vont permettre effectivement de relancer un petit peu certaines priorités. Pas dire oublier, mais il va falloir un petit peu converger dans nos priorités ensemble et c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce qu'a rappelé M. le ministre tout à l'heure en parlant d'intelligence collective. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et toutes les personnes présentes qu'on ne voit pas sur l'écran, mais présentes certainement, qui vont participer activement à la réussite de ce salon et j'espère à très très bientôt. Ou à tout à l'heure. Hein. Merci, Monsieur Louali. Alors effectivement, l'avantage du digital, c'est qu'on pourrait même revisionner
toutes les personnes qui nous écoutent pourraient retrouver cette vidéo sur nos pages YouTube et celles de nos partenaires, notamment de Zem. Merci, Monsieur le Wali. Donc, Cécile Rini, on revient à vous. Donc, on parlait de cette nouvelle transformation, qu'elle soit juridique ou au niveau d'identité de marque. Si vous pouvez nous en dire un mot sur cette transformation. Très bien. Ben, écoutez, après plus de 70 ans, Caisse centrale de garantie, enfin, ça ne se voit pas, d'accord, mais c'est quand même l'institution à plus de 70 ans. Et donc, CCG, Caisse centrale de garantie, tire sa révérence en tant que dénomination pour une nouvelle dénomination. Il faut dire que caisse, toujours cette caisse centrale, ça faisait un peu old school, hein, ça fait 13 années 50-60. Donc, il fallait un peu revoir, on va dire, au-delà, on va dire, toute la transformation dont je parlerai, mais même en termes de dénomination, on va dire, mettre quelque chose qui va beaucoup plus dans le sens de l'histoire et surtout l'actualiser. Et donc, Tamwilcom, donc l'idée c'est de faire tamwil.com, donc c'est Tamwilcom Emma, et en arabe ça donne Tamwilcom, votre financement, d'accord. Alors, pourquoi la transformation? Je pense que la transformation de l'institution s'est imposée. Tout à l'heure, on a parlé de la réforme de 96, c'était une première réforme qui a été faite. Et cette réforme, il faut dire que dès le départ, posait un certain nombre, on va dire, de blocages, parce qu'elle ne permettait pas, c'est-à-dire c'est un texte de loi certes, mais très administratif, ce qui faisait que tout le développement que pouvait avoir une institution devait obligatoirement passer par, je dirais, une réforme globale de la loi. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais dans un cadre conventionnel. Il n'y a pas au niveau du texte, mais dans un cadre conventionnel avec l'État. Il s'agissait bien sûr de revoir le texte de loi pour l'adapter et faire en sorte que toutes ces réformes qui ont été faites sont des réformes. Par exemple, je parle celle de 2009 qui était une réforme profonde, mais qui a été faite uniquement, comme je disais, dans un cadre conventionnel. Deuxième chose, ça va également dans le sens de toute la réforme, on va dire, du secteur public. Hein. C'est une des premières réformes. C'est-à-dire, la première chose, c'est se doter, on va dire, d'un cadre qui est beaucoup plus, on va dire, je ne dirais pas contraignant, mais beaucoup plus normé, à savoir celui d'une SA, de manière à améliorer beaucoup notre gouvernance par rapport à ce qui existait auparavant. La seconde chose, c'est que, comme tout établissement de crédit, nous devons, à l'image des autres établissements de crédit, nous devons également être sous la supervision bancaire. Ce que nous portons, c'est avant tout des engagements, ce sont des risques. Il est tout à fait normal que le superviseur puisse à tout moment s'exprimer sur notre capacité à faire face à nos engagements. D'accord? Donc ça, c'est un point, je dirais, de transparence. C'est un pari également sur la solidité. Pourquoi? Parce que c'est une qualité également de signature que nous mettons sur la place. L'autre point, c'est que le texte de loi a permis également de clarifier nos missions. D'accord? Donc, nous étions uniquement vus en tant qu'établissement de garantie. Or, depuis, je dirais, la fin des années 2000, nous avons beaucoup diversifié. Nous l'avons dit dans un cadre conventionnel, il fallait maintenant l'asseoir au niveau de notre texte. Et donc, notre texte est aujourd'hui très clair. Certes, la garantie est et restera le principal outil parce que c'est là où l'État trouve cet effet de levier pour pouvoir intervenir, mais nous le faisons également à travers d'autres outils. C'est de la dette. La dette, le texte de loi le dit de manière très claire, nous devons le faire avec d'autres. J'expliquerai un peu pourquoi. Autre point, c'est que nous pouvons faire ce que nous faisons aujourd'hui de l'equity pour le compte de l'État ou d'autres bailleurs. Et puis, une nouvelle ouverture pour nous permettre de booster nos autres instruments. Il y a la possibilité également d'aller ce qu'on appelle sur le non-financier service. C'est le service non financier. Donc, ce sont ces éléments qui nous permettent d'être aujourd'hui dans une nouvelle, on va dire, mouture. Comment dire, la vision, et là, sûrement, j'en parlerai en relation avec le nouveau plan de développement économique, le nouveau modèle de développement économique. Nous sommes en train de travailler, bien sûr, pour l'adapter par rapport à ce nouveau modèle. Alors, ce que je voulais dire, c'est que pour comprendre notre, comment dire, parce que beaucoup de monde voit dans Tamwilcom une autre banque à l'image des autres, c'est qu'au fond, nous avons un positionnement qui est différencié. Et ce positionnement est différencié par du principe du rôle et, je dirais, de l'intervention de l'État sur le marché du financement. Et pour pouvoir le comprendre, il faut le voir à travers, on va dire, deux extrêmes. La première extrême, c'est qu'on peut partir du principe de dire que, au fond, le marché est parfait. Pourquoi vous voulez que l'État intervienne sur le financement?
puisque vous avez un bon secteur bancaire, vous avez des intervenants aujourd'hui sur le marché, que ce soit de la dette privée, sur le marché, si on veut lever demain de la ressource, sur le marché des capitaux, etc. Donc, vous avez des intervenants, vous avez une offre, vous avez une demande qui s'exprime. Vous êtes bon, vous passez, vous n'êtes pas bon, vous ne passez pas. Et donc, on va dire que c'est la primauté du marché. Et puis, vous avez l'autre extrême qui va venir vous dire non, le marché a failli et il faut que l'État soit, elle, le financier de l'économie. Pourquoi? Parce que le marché, malheureusement, n'arrive pas à financer telle ou telle structure. Et donc, par rapport à ces deux extrêmes, au fond, pourquoi je dis extrême? Parce que quand on va dans le fond, on voit bien qu'au fond, que c'est, comment dire, ce qu'on avance ne se tient pas. Pourquoi? Parce que la première chose, est-ce que le marché a failli? Non, le marché n'a pas failli. Vous avez aujourd'hui des milliers et des milliers d'entreprises qui arrivent aujourd'hui à se financer, que ce soit à travers, bien sûr, de la dette ou sur la levée de fonds. Deuxième chose, est-ce que le marché est pur et parfait? Non, le marché, malheureusement, a beaucoup de vertus, sauf qu'il soit parfait. Et on aura malheureusement beaucoup d'entreprises qui n'arriveront pas à se financer, non pas parce qu'elles sont pas bonnes, mais parce que par rapport au risque que va prendre le financier, malheureusement, soit le collatéral, soit le rendement, etc., font en sorte que le deal ne se fait pas et donc cet accès se fait difficile. Et donc le rôle de l'État, c'est comment créer, comment, je veux dire, faire face à ces failles de marché. Et nous représentons cette intervention de l'État pour corriger les failles de marché. Donc ne pas nous voir en tant que concurrents des autres, mais en complémentarité avec les autres. Ce que nous essayons d'apporter, ce sont des outils pour le marché, pour les différents acteurs, pour faire en sorte que la porte du financement qui était fermée puisse s'ouvrir davantage, avec, au fond, et ça c'est même dans notre texte de loi, ce que nous recherchons avant tout, c'est de l'impact. En d'autres termes, ce sont les rendements économiques, voire sociaux, qui priment sur le rendement financier. Donc c'est ça à peu près, je dirais, la philosophie de nos interventions par rapport à d'autres intervenants, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, qui, eux, sont dans la concurrence. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles, il y a de la concurrence qui doit s'exprimer. Donc, ça pour expliquer un peu le terme du cas. Alors, pour nos interventions, je pense que l'entrepreneuriat est au cœur de nos interventions. Quand nous essayons de voir aujourd'hui rien ce que nous mettons sur la table, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on peut faire demain, et ce que nous avons aujourd'hui déjà, vous remarquerez que l'entrepreneuriat a réellement, on va dire, la part de lion par rapport aux différents instruments que nous mettons en place. Quand vous êtes un entrepreneur, et je pense qu'un des objectifs qu'on s'assigne dans toute stratégie, et je parle notamment dans le nouveau modèle de développement, c'est comment faire en sorte que la croissance, la création d'emplois et surtout la relance avec le niveau de croissance qui devrait être attendu, fasse en sorte que se fasse à travers qui? À travers toutes ces femmes et ces hommes qui vont choisir de créer et de développer des entreprises. C'est eux qui créeront la croissance de demain. Et pour pouvoir les aider, eh ben, il faut que l'État soit là avec un certain nombre d'interventions, notamment à travers des structures comme les nôtres. Et donc, quand vous êtes dans cette étape de la création, la question du financement, c'est une question qui est primordiale, pour laquelle on essaie d'apporter des réponses. Je commencerai avant tout par Ntelapa, qui fait suite aux directives royales, pour lesquelles aujourd'hui le secteur bancaire a décliné une offre. C'est une offre de crédit à des conditions très avantageuses que nous accompagnons à travers des outils de garantie pour réduire le risque du secteur bancaire. Et donc, on reste toujours dans cette logique, comment faire en sorte que le marché du financement s'ouvre à cette catégorie. Ce qui vient également dans cette démarche, c'est que la création n'est plus un moment, c'est une étape. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de création, on parle des 3-5 premières années, parce que l'histoire nous le montre, c'est que le soutien à la création, ou l'étape de création, n'est pas uniquement au moment où vous avez le crédit et qu'on vous laisse, non, les besoins vont s'exprimer tout au long. Et une fois que vous dépassez cette vallée de 5 ans, c'est là où on peut dire que vos chances de rester donc, sur la place est beaucoup plus grand par rapport aux premières années. Et donc, Ntelapa, donc aujourd'hui, permet réellement à des entrepreneurs, la majorité, parce qu'on parle d'un maximum de 1,2 million, mais le maximum, c'est 100 000, c'est 200 000, c'est 300 000 dirhams, de pouvoir recourir à un financement bancaire. Alors, l'idée de soutenir l'entrepreneuriat ne réside pas uniquement dans, je dirais, cet outil également. Il y a également d'autres besoins. Alors, le premier besoin, par exemple, ce que nous avons réussi à développer avec les AMC,
puisqu'on arrive aujourd'hui à avoir, à travers les AMC, deux offres distinctes. Quand vous êtes dans le formel… Alors, est-ce que vous pouvez juste préciser AMC pour les gens qui nous écoutent? Ah oui, des associations de microcrédit, d'accord, des associations de microcrédit où nous arrivons à avoir deux produits distincts. Soit vous êtes dans l'informel et là vous payez plein pot, ou vous passez par le formalisme et là vous aurez un financement à un coût moindre. Et on voit que la dynamique a pris, rien que cette année 2021, c'est plus de 17 000 crédits qui ont été en tout cas passés à travers les AMC, ce qui montre qu'il y a réellement un potentiel. Et je dirais faire en sorte que celui qui passe vers le formalisme le voit à travers, on va dire, un plus par rapport en d'autres termes, l'informel devrait coûter beaucoup plus cher que le formalisme. Autre point important, quand je parle toujours de la création, c'est le rôle et surtout la part importante que prendra demain les startups et l'innovation. Et pour ça, donc, il y a tout un travail qui a été fait depuis 2017-2018 à travers la mise en place d'un programme qui s'appelle InnovInvest, que Meriem connaît bien, puisqu'elle représente un des fonds sur lequel nous, avec d'autres investisseurs, nous lui avons fait confiance pour pouvoir faire émerger des talents. Donc, à travers InnovInvest, nous avons réfléchi à travers un continuum de financement, c'est-à-dire au moment où vous avez l'idée, au moment où vous allez, faites votre proof of concept, au moment où vous faites de la traction, et là, vous descendez sur le marché pour pouvoir commencer déjà à commercialiser votre produit, et puis jusqu'au moment où vous êtes, on va dire, assez mûr pour ouvrir la porte à des investisseurs qui rentreront à vos côtés. Et donc, l'idée, et nous restons toujours fidèles à notre manière de travailler, c'est-à-dire que notre rôle est toujours dans le back-office, nous travaillons avec des écosystèmes. Et donc, grâce à InnovInvest, aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine aujourd'hui, on va dire, de structures d'accompagnement, il y a de tout dedans, des incubateurs, de futurs, pourquoi pas, de futurs accélérateurs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir fédérer autour de nous les différents acteurs qui sont au niveau de l'innovation. Et c'est l'objectif, quand on a mis en place sur 5 ans, était de faire quelque chose pour 300 startups, chose qu'on a réussi à faire quelque chose en 3 ans. Donc, comme vous voyez sur les premiers pas de l'entrepreneuriat, il y a on va dire le gros des interventions, sachant que nous avons d'autres produits génériques. Je parle par exemple pour la garantie d'Aman Express, d'Aman Stefmar, d'Aman le TSIR. Donc, par rapport à tous ces moments qui sont des moments importants de la vie de l'entreprise, au moment où vous devez accéder au financement, nous avons fait en sorte avec nos partenaires de faire en sorte que le produit soit adapté, que ce soit dans la dette bancaire, voire même quand vous investissez, vous avez même la possibilité d'aller sur du lease. Toujours sur le point, j'allais oublier, sur le point des premiers pas de la création d'entreprise, donc l'entrepreneuriat, nous avons travaillé il y a quelques années sur quelque chose de nouveau, c'est-à-dire au lieu d'aller toujours dans le circuit bancaire, on est parti chercher de nouvelles associations qu'on essaie bien sûr d'évaluer pour pouvoir faire en sorte de les aider à lever de la ressource pour transformer tout ce qui les accompagne. Et ce qui est bien, c'est que quand c'est très bien fait, quand c'est réellement professionnel, les résultats sont là. Et par exemple, nous avons travaillé avec Réseau Entreprendre, que nous garantissons sur les prêts d'honneur qu'ils donnent à leurs lauréats. Et on voit bien que quand le travail est bien fait, ça permet d'avoir un coût de mortalité ou une mortalité qui est beaucoup plus inférieure par rapport, on va dire, à une population normale, puisque le taux de mortalité ne dépasse pas les 15% par rapport, on va dire, à une population dont le taux de mortalité dépasse les 30% sur une maturité de 3 ans, voire de 5 ans. L'autre point, c'est que comment on se projette demain. Alors, on se projette demain comme, je crois qu'il y a un des points qui a bien émergé au cours de ces 2 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, le numérique n'est plus une option. D'accord. Aujourd'hui, il y a un tournant dans le digital qui était imposé par la crise et qui devient aujourd'hui un levier de croissance décisif. Et nous l'avons intégré nous-mêmes, puisque c'est grâce au digital qu'on arrive à faire de la masse. Sans le digital, on serait encore dans un modèle malheureusement ancien, en plafonnant, on va dire, des interventions à quelques milliers au maximum,
différent d'aujourd'hui. On fait 36 000, 40 000, 50 000 crédits grâce au digital. Deuxième autre chose, ce sont la prise de conscience sur les enjeux climatiques. Et donc, l'économie verte devient également un point important que nous devons intégrer, certes en interne pour notre planète, pour notre économie, mais c'est également, je dirais, le passeport pour pouvoir aller à l'international. Et donc, ce seront, on va dire, 2 guidelines pour nous demain. Sur le digital, par exemple, nous sommes en train de réfléchir sur de nouveaux produits digitaux. Et d'ici la fin de l'année, un premier produit digital sera lancé en collaboration avec les différents établissements de crédit sur le côté de la création d'entreprises. Dernier point, et quand on regarde le nouveau modèle de développement, s'il y a un point qui vient toujours en filigrane, c'est les territoires. Les territoires est un élément également important pour créer de la croissance. Je prends beaucoup de temps, mais je m'arrête dans… Non, au contraire, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'allais vous relancer sur le timing, parce que vous avez dit, donc avec les organismes de crédit pour le côté digital, vous avez un timing à nous donner à peu près? Sur quel horizon ça va être mis en place? Oui, d'ici la fin de l'année. Très bien. D'accord, d'ici la fin de l'année. Donc je disais sur les territoires, le développement des territoires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une institution comme la nôtre travaille sur des modèles nationaux. On va dire où la différenciation régionale n'a pas encore sa place. Nous sommes sur, on va dire, on fait de la garantie, on va dire, il n'y a pas telle ou telle région avec ses différenciations, avec ses objectifs, etc. Temuilcom, au cours des dernières années, a fait de la proximité du régional réellement un de ses fers de lance. La preuve, c'est que nous sommes présents aujourd'hui dans les 8 principaux chefs-lieux des différentes régions, avec l'idée d'être présents d'ici 1 an, 2 ans dans les 10. Dans les 10. Mais notre objectif, c'est que comment concilier des visions nationales avec des visions régionales. Et l'idée, c'est de travailler avec les régions pour pouvoir designer des produits régionaux adaptés par rapport à une vision régionale avec des stratégies régionales. Et ce millefeuille qu'on peut faire demain entre ressources publiques, ressources régionales, pour des produits adaptés à tel ou tel besoin. Et donc, au fond, c'est d'avoir des Temuilcom régionales qui seront, on va dire, dans le pipe pour nous demain et qui seront parmi les choses sur lesquelles nous devons travailler entre 2020 et en 2022-2026. Et je pense que c'est là, et surtout dans la proximité. Et quand on regarde par rapport à un certain nombre de besoins, comme par exemple l'économie sociale solidaire, etc., la proximité est un élément important. Et je pense qu'avec un partenariat région-Temuilcom, nous pouvons faire de belles choses pour cette catégorie d'entreprise. Bon, j'ai pris un peu plus de temps, je m'excuse. C'est vraiment très intéressant, ça permet de rebondir sur beaucoup de choses, mais effectivement, la transformation de la CCG en Temuilcom vient à point nommé parce que d'abord, le nouveau modèle de développement, vous en avez parlé, Covid, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça a rebattu beaucoup de cartes. Et d'ailleurs, j'ai été entrepreneur par le passé et au nom de tout le tissu socio-économique régional, je tiens à remercier Temuilcom et vous-même, Cissé Régnier, parce que vous avez fait preuve d'agilité et d'efficacité dans cette période si spéciale. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les opérateurs hôteliers, industriels, les gens dans le commerce et la distribution, tous ceux qui ont pu d'abord résister avec le Daman Oxygène, puis se relancer avec Daman Relance. Et donc, c'était vraiment quelque chose j'allais dire, d'indispensable. Et encore bravo et merci pour ça. Merci, Yacine. Je n'ai pas beaucoup parlé d'oxygène et de relance, parce que la production est terminée. Tout à fait. Aujourd'hui, le besoin est d'accompagner ces entreprises-là. Parce que ce n'est pas au moment qu'elles ont eu oxygène et relance qu'on va leur retirer le tapis. Au contraire, elles ont encore plus besoin de nous pour pouvoir passer cette phase. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus question de l'écosystème entrepreneurial et c'est une bonne transition, mais c'est vrai que le business model d'aider cet écosystème avec ces associations, vous avez parlé de Réseau Entreprendre, il y en a d'autres, ou des fonds d'investissement qui sont un peu les intermédiaires qui viennent porter les projets, c'est vrai que ça aide. Et le côté territorialisation, nous, en tant que CRI, on ne peut qu'applaudir parce que c'est vrai qu'il y a des spécificités territoriales, il faut aller au plus près des territoires et aider les régions à grandir aussi sur cet aspect-là de financement et d'accompagnement. En tout cas,
green, donc la partie développement durable. Et c'est des choses qui importent beaucoup à notre deuxième invitée, qui est Madame Mriem Zaïri. Donc, je lui ai rappelé, vous êtes à la tête de CIF Morocco et d'un de ses fonds, le Capital Growth, et également à la tête de la commission transformation digitale et start-up de la CGEM. Sur CIF, ce que j'ai vu récemment, c'est que vous avez, en l'espace de 3 ans, atteint le 100% de taux de déploiement, ce qui est quand même à souligner et à féliciter, avec 8 participations qui ont totalisé 180 millions de dirhams. Bravo. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quelle est votre vision sur, en tant que CIF Morocco, sur le potentiel Startup Nation, justement, si on prend maintenant le volet Startup du Maroc? Ben, merci beaucoup pour l'invitation et encore une fois, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, si on parle maintenant du sujet, on va parler du sujet de promotion d'entrepreneuriat et toute l'importance comme étant un pilier majeur du nouveau modèle de développement. C'est plus qu'un pilier majeur, c'est crucial, c'est une question de survie du business model. Je sais plus. Je crois que j'ai été coupée, c'est ça? On vous entend parfaitement. Très bien, très bien. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment pour nous un sujet de survie du business model marocain en tant que pays. Et on s'est rendu compte à quel point c'était un sujet important, effectivement, de promouvoir l'entrepreneuriat. La problématique qu'on a majeure, c'est que notre entrepreneuriat est souvent un entrepreneuriat de subsistance et qu'il a besoin de passer de ce niveau de subsistance et devenir un entrepreneuriat à haute valeur ajoutée, création d'emplois, création de valeur ajoutée sur des métiers d'avenir qui sont des métiers sur lesquels le Maroc peut se positionner sur des chaînes de valeur mondiales et saisir toutes les opportunités de post-Covid qu'on peut avoir. L'enjeu qu'on a eu il y a 2-3 ans, maintenant 3 ans, avec le lancement du programme Innovinvest, qui a été vraiment structurant et catalyseur sur cette thématique-là des startups, a été d'abord et avant tout de démontrer directement sur le terrain tout le potentiel que pouvait avoir un marché tel que le Maroc, qui est un marché qui est très peu connu quand on parle d'innovation à l'échelle internationale, sous-servi en termes de financement internationaux, et donc d'où l'importance de pouvoir mobiliser, et puis surtout méconnu en termes de ces dynamiques-là, alors que le vivier était important, et le vivier de talents, notamment entrepreneurs, est très très important, et c'est pas de l'entrepreneuriat ou de l'innovation qui, permettez-moi le terme du copy-paste, je copie et j'essaye d'appliquer exactement la même chose, ce qui est fait dans les pays un peu plus développés, et j'essaye de faire le même modèle ici. Mais on est sur vraiment de l'innovation un peu plus pointue, on est sur de la vraie tech avec des actifs technologiques solides. Donc tout l'enjeu a été effectivement de démontrer tout le potentiel que pouvait être au Maroc, et ça c'était vraiment quelque chose de très important pour nous, et de pouvoir mettre en avant tous ces talents entrepreneurs et les accompagner dans cette dynamique-là, parce que le mot-clé c'est l'accompagnement. Au-delà du financement, c'est surtout l'accompagnement qu'on peut apporter à ces entrepreneurs et la manière dont on peut les accélérer et leur permettre de co-créer avec eux concrètement la valeur. Ce qu'on se rend compte sur les quelques années d'expérience qu'on a eues, on l'a vraiment fait comme ce qu'on a appelé ça un demonstration fund. Parce que quand on parlait de ça il y a 3 ans aux investisseurs internationaux, je peux vous dire que je n'avais pas beaucoup d'écoute de leur part. Et la même réponse a été toujours, est-ce qu'il y a vraiment du pipeline? Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement? On n'y croit pas beaucoup, sujet d'innovation, marché trop petit. Enfin, vraiment les mêmes réponses. Le but du jeu, et avec l'appui de ce programme Innovinvest, ça a été justement de dire, bon ben, faisons, au lieu d'avoir des discussions interminables avec ces investisseurs qui ont chacun leurs préjugés, je vais appeler ça comme ça, sur le marché, faisons la démonstration à taille réelle sur le marché et essayons de pousser tout ça ensemble. Et donc ça a été vraiment un des éléments clés. Et 3 ans plus tard, je reviens là d'une semaine d'une conférence avec des investisseurs internationaux. 3 ans après, je peux vous assurer que le discours est complètement différent et que la démonstration par la preuve a été faite. On a screené plus de 750 entreprises, ces startups ici au Maroc sur les 3 dernières années.
Ça vous démontre également la profondeur du marché, et la vitalité et le dynamisme de ce marché-là qui a soif pas uniquement de financement, mais surtout d'accompagnement de qualité, de vrais partenaires qui viennent accélérer la croissance et leur permettre de scaler et de faire grandir leur opportunité leur opportunité d'affaires. Deuxième élément qui est important, donc en termes de quantité, on y est. En termes de qualité aussi, ce sont des entrepreneurs particulièrement, comme je disais, des profils d'entreprise avec de la vraie deep tech. Il y a des actifs technologiques de qualité qui sont capables de sortir au-delà de nos frontières et d'être particulièrement pertinents sur des marchés, que ce soit des marchés émergents ou même des marchés qui sont des marchés africains, bien entendu, continentaux, mais aussi des marchés plus développés où on n'a pas du tout à rougir, loin de là. Pour être tout à fait honnête, de la technologie qui peut être made in Morocco et sur laquelle qui est portée par nos jeunes talents qui sont vraiment extrêmement, on a de quoi être fiers. On a investi aussi, là un point important, en termes de diversité. On a investi dans la santé, dans l'éducation, dans la fintech, dans l'agritech, dans la cybersécurité. Ça veut dire qu'on a une diversité en termes de secteurs. On n'est pas juste focalisé sur des sujets qui sont, on va dire, marketplace ou B2C. On est très, très ouvert, au contraire, encore une fois, avec des actifs technologiques solides. Et dernier point qui me semble important à souligner, c'est la résilience. S'il y a deux mots qu'on a appris de cette crise de Covid, c'est deux choses, c'est agilité et résilience. Aujourd'hui, l'agilité, une start-up par nature est agile et donc du coup, ils l'ont démontré tout au long de cette crise-là avec la CGM. On a monté un très beau projet qu'on a appelé Solidarité, où on a mis plus de 200 initiatives en lumière et on a essayé de les accompagner aussi, qui étaient vraiment venus avec des solutions, que ce soit pour le citoyen, pour l'entreprise ou même pour les gouvernements en termes de gestion de la crise Covid. Mais donc cette agilité est là, mais il y a aussi de la résilience. Cette résilience-là est très très importante parce qu'on voit que dans l'essentiel, la grande majorité du portefeuille a très bien supporté la crise Covid, qui est le meilleur stress case qu'on pouvait avoir à échelle réelle pour le coup. Et donc ça démontre aussi la solidité, la consistance de ces business models qui sont des business models de qualité. Maintenant, l'enjeu pour nous, ça va être d'accompagner la suite et de continuer à grandir avec ces startups-là pour en faire des startups encore plus créatrices de valeur. J'ai un point important à souligner sur les 3 ans qu'on a passés. Et donc, en gros, une moyenne de détention d'un peu moins de 2 ans. On a un multiple de création de valeur de 5 fois. C'est important. On a multiplié par 5. 37% de ces emplois sont détenus sont portés par des femmes et ce sont des emplois qualifiés. Ça aussi, c'est un autre KPI qui est important et auquel je tiens beaucoup. On a multiplié par 6 le chiffre d'affaires des sociétés du portefeuille. Et le dernier point important, et vraiment là j'insiste beaucoup, on a payé en termes d'impôts, on a contribué en termes d'impôts avec un multiple de 3,5 fois sur les sociétés du portefeuille. Donc ce sont des entreprises qui non seulement créent de la valeur, mais qui sont contributrices. Et il faut arrêter de les voir comme étant, excusez-moi du terme, du gadget. Il y a vraiment de la création de valeur et c'est un véritable vecteur de développement et de croissance pour notre pays qu'il faut soutenir. Exactement. D'ailleurs, M. Salrini parlait de formalisation. C'est que l'aide au financement est comme… Je suis désolée, Yacine. Je ne sais pas si c'est pour moi uniquement, mais ça a coupé. On n'entendait pas. D'accord. Ça venait de moi. Ça va mieux? Oui, non, c'est bon. Les aléas du direct. Non, mais c'est vrai que la démonstration par la preuve est la meilleure des démonstrations. On a vu que les financements sont là, les garanties sont là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a prouvé que le Maroc pouvait jouer peut-être même dans la cour des grands. On a souvent cité la Jordanie comme un exemple, parfois l'Égypte ou en Afrique le Nigeria, mais le Maroc, parce que souvent dans les startups, en tout cas, les capital risqueurs voient la scalabilité aussi, le côté mise en échelle. Et si vous avez un conseil à donner à nos entrepreneurs qui nous écoutent, parce que c'est vrai que je crois dans vos investissements, la plupart, quasiment tous, ont pris le Maroc comme peut-être marché test, mais tout de suite sont allés à l'étranger.
Et quelle est cette phase-là qu'il faut, comment faut-il considérer le marché marocain ou régional parfois? Donc, est-ce qu'il faut tout de suite aller ou est-ce qu'il faut essayer de le prouver localement, voire régionalement? Quel est votre point de vue là-dessus? En fait, effectivement, hein, c'est le point le plus important. Il ne faut pas se mentir, on a un marché domestique qui est ce qu'il est, et si on veut faire, comme vous dites, la scalabilité, on est obligé de réfléchir régional, continental, voire global pour certains. Donc, l'enjeu est toujours le même. Moi, j'aime beaucoup cette phrase en anglais, je vais la traduire, think big, start small and scale up. Donc, il faut penser grand. Quand on pense notre projet, il faut le penser grand. Il ne faut pas le penser comme étant la solution qui va régler la problématique du coin de la rue. Il faut être dans une dynamique beaucoup plus large. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut commencer petit. Et c'est là où vous dites, le marché pilote pour nous, c'est le Maroc, et d'essayer de tester notre modèle sur le Maroc. C'est pas forcément le marché le plus facile par lequel on commence, mais si on y arrive, c'est qu'on est capable d'aller à l'international. Et très très vite, réfléchir à internationalisation, parce que effectivement, c'est là qu'il va y avoir des choses assez intéressantes. Et là où on accompagne nos startups, et vraiment l'enjeu ou notre thèse d'investissement systématique, c'est de dire aujourd'hui on a un actif, un début de quelque chose qui peut être intéressant, qui a commencé à avoir de l'attraction au Maroc et sur laquelle on peut vraiment capitaliser, mais très très vite les mettre sur des situations à l'international. Très rapidement, parce que très très vite, ils commencent à considérer d'abord des marchés qui sont un peu plus larges, concrètement. Puis surtout, il faut garder en tête que s'il y a une solution qui fonctionne très très bien dans un pays émergent tel que le Maroc, il y a de fortes chances qu'il y ait la même problématique, le même challenge dans un autre pays émergent, et que la solution soit beaucoup plus pertinente que ce que peut être des solutions qui ramenaient du nord vers le sud. On a toujours pensé la tech du déploiement du nord vers le sud, alors que la réalité, avec un retard, bien entendu, généralement on a entre 5 et 10 ans, donc ça nous arrive déjà obsolète, mais surtout, ça n'est pas adapté à nos problématiques de marché et aux besoins de notre marché. Alors que nous, on croit beaucoup à ce déploiement de technologie qui se fait sud-sud, et sur lequel il y a beaucoup plus de pertinence et il y a une véritable valeur à créer. Donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de créer ces ponts-là et de pouvoir dupliquer ces modèles-là qui fonctionnent, qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi sur ces marchés-là dans d'autres régions qui ont exactement les mêmes problématiques et sur lesquelles on peut se retrouver et apporter également ces solutions-là qui peuvent être vraiment des solutions majeures en termes de développement et de croissance pour ces régions. Tout à fait. Alors, une dernière question par rapport à la casquette CGEM, parce que vous avez dit récemment qu'effectivement, le Maroc a ses talents et c'est le faire savoir qu'on a prouvé ces 3 dernières années. Justement, la commission CGEM que vous présidez, quand on parle, elle n'est pas forcément connue par tous les entrepreneurs. Je parle vraiment du tissu entrepreneurial régional ou local. Est-ce que vous pouvez en 2-3 mots nous dire un peu que fait cette commission et en quoi elle participe? Alors, cette commission est très impliquée sur plusieurs projets. Donc, la commission s'appelle Startup et Transformation Digitale. C'était important de réunir les deux. On a parlé du digital, Césarini en parlait comme étant un sujet majeur. Aujourd'hui, c'est pas un sujet majeur, c'est un sujet incontournable, tout simplement pour continuer à exister sur le marché et d'autant plus, a fortiori, sur le marché international, que ce soit en termes de compétitivité ou d'accès au marché. Cette commission-là va agir sur 3 grands, on va dire, chantiers. Le premier chantier, c'est-à-dire que si on veut vraiment le développement de cette scène start-up, d'un entrepreneuriat créateur de valeur, au-delà de start-up, il faut bien entendu avoir l'environnement qui soit favorable pour le développement, l'environnement juridique, réglementaire et fiscal qui puisse être un environnement qui soit optimal, en tous les cas favorable pour pouvoir pousser ces jeunes pousses et ces moins jeunes pousses d'ailleurs pour rester compétitifs. Donc il faut faire de la place Maroc une place attractive pour les entrepreneurs parce qu'on parle souvent des entrepreneurs sur le thème, on parle souvent des ingénieurs notamment dans l'informatique et tout ce que on a cette fuite des cerveaux. On ne parle pas des entrepreneurs et la fuite des entrepreneurs qui vont sous des cieux un peu plus favorables
en termes de développement de leur entreprise. Et c'est encore plus grave parce qu'ils partent non seulement avec leur emploi, mais tous les emplois qu'ils auraient pu créer. Et donc là, l'enjeu, c'est non seulement promouvoir l'entrepreneuriat, mais retenir ces entrepreneurs talentueux ici au Maroc en leur créant l'environnement qui soit favorable. Et donc la Commission, un de ses premiers axes, c'est justement pousser pour la création de cet environnement. On milite notamment pour des sujets relatifs à l'amélioration de l'accès au talent, sur toute la fiscalité relative à l'emploi et à la fiscalité salariale qui reste lourde. On milite sur les sujets de l'accès au financement. Et là, c'est des business angels, c'est attirer le maximum de fonds d'investissement dans notre géographie pour que ça soit un hub financier, mais aussi en termes d'accès de marché, et donc créer tout ce qui est innovation collaborative, du crédit impôt recherche qui puisse booster la création innovative entre la développement collaboratif entre les grandes entreprises, les grands corporates, l'État et ces startups qui sont vraiment porteuses de solutions. Donc ça, c'est le premier axe sur lequel la CEGEM va beaucoup agir et on va beaucoup appuyer au sein de la Commission, et on continue à pousser sur les sujets réglementaires, notamment l'une des priorités pour nous sur ce mandat-là, c'est le sujet de la FinTech, qui est un vrai sujet réglementaire sur lequel le Maroc accuse beaucoup de retard. Et donc, on pousse ces thématiques-là, et je pense que ce sont des thématiques qui sont importantes. L'enjeu, c'est pas de faire du Maroc un paradis fiscal pour les entrepreneurs, je tiens à le préciser, mais d'en faire au moins une place qui reste comparable à d'autres places de la région pour qu'on puisse retenir encore une fois nos talents et leurs emplois qu'ils vont créer ici. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, toujours dans le sujet de la promotion de l'entrepreneuriat, on porte un sujet qui est important qui s'appelle l'Académie des entrepreneurs. On parle beaucoup de financement autour de l'entrepreneuriat. Ce qu'on oublie, c'est que le mot-clé, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que le sujet, quand on parlait avec un entrepreneur, il a besoin de beaucoup de choses. Il a besoin d'abord d'informations, d'être orienté, d'être guidé dans la panoplie de tout ce des instruments déjà existants qu'ils n'utilisent pas pleinement, dont ils n'ont pas forcément connaissance, de toute la documentation, de toute l'information qui est disponible pour eux et qui malheureusement est difficile d'accès. Donc l'accès à l'information est quelque chose de très important. L'accès à de la formation, mais quand je parle de formation, c'est de la formation très pragmatique qu'ils peuvent mettre directement en action sur des sujets qui sont pragmatiques et trouver des solutions à leurs problèmes, parce qu'un entrepreneur, c'est une véritable problématique. Le matin, quand il arrive, c'est de résoudre des problèmes. Hein, c'est ça, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Et puis l'accompagner effectivement pour qu'il puisse s'accélérer, le mettre en relation pour qu'il ait accès au marché. Ça, c'est des sujets qui sont primordiaux. Et au sein de la CGEM, nous avons développé un projet structurant en partenariat public-privé avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui maintenant va bouger. C'est monsieur le ministre Scoli qui est maintenant en charge du sujet compétences. Et donc, du coup, l'enjeu est d'ailleurs qu'il y a un déploiement également régional, puisqu'on a signé avec la région de Marrakech ce beau projet et qui est en train de voir le jour, qui va avoir des centres dédiés vraiment et avec un déploiement comme une fois régional, parce que c'est important d'avoir cette approche régionale dans ce sujet de promotion de l'entrepreneuriat et de booster l'entrepreneuriat, où on va avoir l'accès à ces éléments que sont l'information, la formation, l'accompagnement et la mise en relation pour pousser et booster l'entrepreneuriat. Le troisième axe est un axe aussi très très important, qui est l'axe de transformation digitale. Le rapport du nouveau modèle de développement, il l'a consacré comme étant l'un des leviers, hein, bien entendu, de ce développement, cette vision du Maroc à horizon 2030-2035. Aujourd'hui, c'est un incontournable. Il en va pour nous en termes de compétitivité de notre économie et de notre capacité de résilience de notre tissu économique, bien entendu, pour faire face à d'autres crises. Et il y en aura d'autres. Maintenant, on a bien appris la leçon. Et donc, il faut être résilient, il faut être la capacité à naviguer au moment de perturbations qui peuvent être compliquées. Et puis aussi d'être là, cette capacité d'ouverture sur le marché, parce que les cartes sont rebattues et les opportunités sont là. Il faut avoir l'agilité de pouvoir saisir ces opportunités, et sans digital, on ne l'aura pas. Et donc, du coup, l'enjeu, c'est d'essayer
d'assurer pour ces entrepreneurs et notamment ces TPE, des PME, plus des TPE, la transformation digitale est souvent vue comme étant un parcours de combattant très difficile. Et donc l'enjeu au sein de la commission, c'est de faciliter, de baliser quelque part cet effort de transformation digitale par des programmes. Notamment, je vais en citer un seul de programme qui est important à mon sens, qu'on a lancé en mode pilote avec la SFI, avec Groupe Banque Mondiale, avec le cluster numérique. Et c'était un programme assez structurant où l'enjeu pour nous, ça a été d'essayer de booster concrètement des femmes entrepreneurs dans le e-commerce. Donc, on a eu un premier projet pilote qui vient de se finaliser et où la formation a été très, très pragmatique et essayer de les accompagner dans cette transformation digitale pour que ce soit pas un échec pour ces PME et que ce soit plutôt transformé en succès et conversion en réalité économique pour eux. Donc voilà un petit peu. Très, très bien. La commission, c'est beaucoup de choses. On fait aussi pas mal d'autres choses. Oui. Toutes les bonnes volontés sont plus que bienvenues pour venir nous soutenir. On a des projets qui sont structurants, très lourds et sur lesquels vraiment on essaie de mobiliser le maximum de bonnes volontés. Je pense que Monsieur le ministre l'a dit, Monsieur Louali l'ont dit en ouverture, pas réussir ce challenge tout seul. Il faut vraiment une cohésion de toutes les parties prenantes pour en faire une vraie cause nationale qui soit un exemple et une référence en termes de réussite pour nous tous. Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que, Madame Zahri, que la CGEM en tant que telle et la Commission ont un rôle de plaidoyer, de lobbying vertueux pour défendre les intérêts des entreprises, des petites entreprises et des entrepreneurs. Et j'applaudis des deux mains sur cette nouvelle approche qui est de descendre sur les territoires et aussi de la partie accompagnement, vos programmes de formation et d'accompagnement. C'est vrai qu'à Marrakech, nous en avons discuté la semaine dernière avec Monsieur le ministre et avec le président de la section Marrakech-Safi de la CGEM, et que je salue et qui doit nous écouter, Si Mouhié. Je salue également le représentant régional de la CCG, Sip Harou, avec qui on travaille énormément. Donc, il y a vraiment ce côté région qui est aussi très important. Et je passe maintenant à Madame Kaderi. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui parce que depuis le début, que ce soit Monsieur le ministre, Monsieur Louali, la CCG, enfin Tiamouilkoum ou la CGEM, on parle du nouveau modèle de développement. Et c'est vrai que le nouveau modèle de développement consacre l'entrepreneuriat non seulement sur l'axe économie, mais également sur l'axe inclusion et solidarité. Parce qu'on le sait, on le voit, l'entrepreneuriat est un des vecteurs clés de création d'emplois. La PME en général ou la petite entreprise, c'est vraiment le premier créateur d'emplois, mais également d'emplois stables, pérennes et d'inclusion sociale. Et avant de parler dans un second temps, programme régional qui est important parce que c'est un programme pilote qui va être généralisé sur l'insertion économique des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur la place que prend l'entrepreneuriat d'une part dans le nouveau modèle de développement et aussi sur de manière très concrète et opérationnelle sur les années à venir? Je crois qu'il y a un objectif 2035 qui est établi dans le rapport. Merci beaucoup, merci Simsefer, et encore une fois, merci beaucoup pour cette invitation. Et je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui dans cette assistance avec Myriam, que je connais très bien, c'est Sarghinik, c'est toujours un plaisir de revoir. J'ai effectivement eu vraiment l'immense honneur, même si c'était aussi énormément de travail, de participer à la préparation du rapport sur le nouveau modèle de développement, donc en tant que conseillère auprès de Sibn Moussa qui présidait cette commission. Et bon, de par aussi on va dire mon profil qui est un peu expertise sur le secteur privé, je me suis particulièrement intéressée à ces questions d'entrepreneuriat et de développement du secteur privé, plus généralement dans le cadre du rapport. Donc, d'abord, je voulais dire à quel point, effectivement, rappelez, vous l'avez dit, mais vraiment expliquer à quel point c'est crucial. Le nouveau modèle de développement vise une croissance moyenne de 6% par an. Et je pense qu'aujourd'hui, au Maroc, entre décideurs, enfin, tout le monde est conscient que ce niveau de développement, ce niveau de croissance ne peut être atteint qu'à travers un engagement beaucoup plus fort du secteur privé. L'État n'a plus forcément les moyens de continuer à investir, et on a vu que la productivité de l'investissement public commence à atteindre des limites. Et maintenant, il faut vraiment beaucoup plus d'investissements privés pour fructifier davantage ces investissements publics qui ont été faits dans les infrastructures, dans les routes, etc.
Donc, la place du secteur privé est centrale et même enfin, absolument déterminante. On ne pourra pas arriver à un nouveau niveau de développement sans un secteur privé beaucoup plus fort. Et qui dit secteur privé dit entreprise. Et aujourd'hui aussi, enfin, ce qu'on voit au Maroc, c'est qu'on a des PME qui sont en réalité pas très nombreuses comparées en benchmark avec d'autres pays, et pas très productives, et pas très développées, et qui ne saisissent pas toutes leurs opportunités, et qui sont aussi, enfin, il n'y a pas vraiment un renouvellement très dynamique du tissu entrepreneurial, si ce n'est dans les secteurs, on va dire, traditionnels. Sans oublier, bien sûr, que ce sont ces agents-là qui sont les créateurs d'emplois, en plus d'être les créateurs du PIB. La création d'emplois étant probablement aujourd'hui l'enjeu numéro un et l'attente première de la population marocaine, de ces jeunes qui rentrent sur le marché du travail dans des cohortes très importantes en nombre et à qui il faut pouvoir apporter une réponse en termes d'opportunités d'inclusion. Donc, une des recommandations vraiment phares du nouveau modèle de développement, c'est de stimuler la dynamique entrepreneuriale pour non seulement créer beaucoup plus d'entreprises, mais qui soient aussi productives, qui soient innovantes et que ce soit une nouvelle génération capable en fait d'explorer tous les potentiels dans tous les secteurs. Ce que montre aussi le nouveau modèle de développement. À un moment, je pense qu'on avait fait un scan de tous les secteurs où le Maroc pouvait se lancer avec une position compétitive. Et il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne sont pas très explorés parce qu'on ne les connaît pas trop, parce qu'il y a des petites barrières, etc., qu'il faut surmonter. Et il faut pouvoir donc attirer des entreprises dans tous ces secteurs-là. Pour ça, trois piliers ou trois outils principaux, on en a déjà parlé, mais je veux juste renforcer ce point, c'est la jonction entre financement, accompagnement et innovation. Donc, clairement, aujourd'hui, le financement reste un souci pour beaucoup d'entrepreneurs, notamment en phase de lancement, et parfois même également pour ceux qui sont déjà lancés, des entreprises déjà établies et qui cherchent à se développer. Et on a eu bien sûr l'exposé de Cécile Régnier sur tout ce que fait la CCG, notamment pour l'appui au financement bancaire, au financement également des startups et le développement du venture capital avec des partenaires comme CIF. Voilà. Mais l'idée du modèle de développement, c'est vraiment de pouvoir mettre sur le marché tous les outils de financement possibles pour les entrepreneurs, chacun selon ses besoins, selon sa phase de développement. Donc, ça appelle également, par exemple, au développement de modes de financement innovants comme le crowdfunding. Il y a d'ailleurs des textes qui sont en préparation pour permettre de développer ça également. Poursuivre l'ouverture du bancaire avec des outils de partage de risques, donc ce que fait un peu ce que fait effectivement la CCG. Enfin, je n'ai pas encore retenu le nouveau nom, donc la CCG. Welcome. Et aussi un rôle important dans le futur du marché des capitaux pour en fait aussi prendre la relève un peu sur les entreprises très établies qui ont la capacité et la gouvernance adéquate pour aller sur ce créneau-là et libérer peut-être un peu d'espace dans le financement bancaire pour des entreprises plus petites qui ne sont pas encore suffisamment matures pour aller directement sur le marché des capitaux. L'accompagnement, absolument fondamental. En fait, voilà. L'idée, c'est que, comme on l'a dit, il y a des asymétries d'information, il y a des manques de connaissances des marchés, il y a des barrières à lever sur lesquelles les entrepreneurs doivent être sensibilisés. Il y a des difficultés que rencontre toute entreprise partout dans le monde. Ce n'est pas quelque chose de propre au Maroc. Hein. On voit, enfin, l'exemple qui est très souvent donné aujourd'hui dans les débats publics, quand on regarde les benchmarks internationaux, on a des outils comme BPI France qui s'est imposé comme banque publique d'investissement et d'accompagnement. Les 3/4 de leur travail, c'est l'accompagnement des entreprises. Voilà. Et c'est absolument fondamental, avec, comme l'a dit Myriam, un côté formation plus générale et un côté vraiment plus customisé selon les difficultés spécifiques de chaque entreprise. Et enfin, je voulais aussi insister sur l'innovation. Et quand je dis innovation, c'est vraiment au sens large du terme. Ce n'est pas forcément acquérir des technologies, ce n'est pas faire de la recherche fondamentale nécessairement et déposer des brevets, mais il y a de l'innovation juste d'adoption, d'innovation qui existe ailleurs et qui peut véritablement soit permettre l'ouverture de nouveaux marchés, de nouveaux produits, enfin développer de nouveaux produits, soit simplement aider à l'amélioration interne des process des entreprises et donc améliorer leur compétitivité
et les aider à accroître davantage. Donc, il y a tout il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Aujourd'hui, je pense que le Maroc n'est pas très bon là-dessus à ce stade. Mais donc, il y a un accent très fort à mettre sur l'appui à l'innovation pour les entreprises à travers du crédit impôt recherche, à travers des centres de recherche qui doivent être mis à leur disposition, avec l'innovation comme bien commun. Que l'État doit contribuer à mettre à la disposition des petites entreprises, des entrepreneurs qui ne peuvent pas avoir les moyens de faire ça, chacun dans son coin. C'est une approche aussi, je tiens à préciser, qui, dans le nouveau modèle de développement, qui interpelle tous les acteurs. Ça a été un peu dit, en fait, l'idée, c'est que le nouveau modèle appelle à un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui peut être réfléchi conceptuellement au niveau national, avec des interventions nationales, mais qui doit nécessairement être décliné, complété au niveau territorial, avec la participation des acteurs principaux, comme vous-même, le CRI, les conseils de région, etc., pour vraiment adapter selon les filières qui sont les plus à potentiel dans la région, selon les difficultés rencontrées, je sais pas, sur la logistique. Une entreprise à Tanger, pour accéder à un port, n'a pas la même difficulté que l'entreprise de Draat Filelt. Donc, il y a tout un ajustement à faire là-dessus au niveau territorial. Et un dernier point là-dessus, sur les recommandations du modèle, bien sûr, il y a tout ça, c'est ce que j'appelle un peu les interventions au niveau entreprise, donc financement, accompagnement, etc. Mais il ne faut pas oublier l'écosystème et l'environnement au sens large. Donc, un peu ce dont tu as parlé, Myriam, la question de la faciliter l'initiative avec la facilitation, avec la lutte contre les barrières que peuvent rencontrer les entreprises, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient simplement des lenteurs bureaucratiques. Pour certaines, il y a des difficultés particulières. Pour celles qui peuvent exporter, faciliter par exemple les modalités de change pour pouvoir avoir des transactions un peu plus fluides, etc. Et le deuxième volet, c'est la compétitivité. C'est-à-dire que ces entreprises, les nouveaux entrepreneurs, ce qui détermine leur développement, c'est aussi est-ce qu'elles peuvent offrir un produit compétitif. Et ça dépend aussi de l'environnement. Et je pense que le nouveau modèle avait mis particulièrement l'accent sur quelques points où aujourd'hui, peut-être le Maroc est encore un petit peu... il y a matière à faire mieux. La question de la logistique qui demeure un coût important. La question de l'énergie aussi, et notamment l'énergie renouvelable, qui également aujourd'hui peut être une barrière, notamment pour l'industrie et dans le contexte de la décarbonisation dans laquelle le monde entier s'embarque. La question, bien sûr, des compétences humaines et également des compétences technologiques. Avoir des bons réseaux numériques, pouvoir et avoir les capacités, les compétences internes pour absorber la technologie et l'innovation et sortir un peu des secteurs, soit mieux valoriser les secteurs traditionnels, soit carrément commencer à explorer des nouveaux secteurs à forte teneur technologique. Tout à fait. Effectivement, vous l'avez dit, il faut accompagner au-delà du financement et de la formation, accompagner sur tout ce qui fait ces conditions favorables de succès que sont travailler les coûts des facteurs de production. Vous avez parlé du foncier. L'État, mais aussi du privé. Et c'est vrai que ces entrepreneurs, en fait, sont nos clients de demain, ce sont les fournisseurs de demain, les prestataires de demain. Ce sont aussi les consommateurs de demain. Donc, c'est un très bon retour sur investissement que de miser sur ces entrepreneurs et les accompagner. Maintenant, vous avez parlé de territorialisation, c'est vrai. Les entrepreneurs, vous avez parlé de Draat Filelt ou de Sousmassa ou de Marrakech Asfi, n'ont pas forcément toujours les mêmes enjeux ou les mêmes défis. Alors, je prends ma casquette du CRI de Marrakech Safi, de régionalisation aujourd'hui. On a un programme ensemble qui est un programme très ambitieux d'insertion économique des jeunes. Dans l'entrepreneuriat, il est souvent question de jeunes, c'est vrai, parce que l'entrepreneuriat démarre parfois assez jeune. Et c'est un programme, je vous laisserai nous dire un peu quelques mots sur ce programme, mais je retiens juste que ce qui, en tout cas, nous intéresse beaucoup sur ce programme, c'est qu'il a une dualité très intéressante, puisque c'est un programme qui s'intéresse aussi bien à l'emploi qu'à l'entrepreneuriat,
puisque tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont découvrir à travers les stands d'exposition et les ateliers durant ces 2 jours tout ce qui peut être offert pour accompagner leur projet, mais tout le monde n'est pas là pour être entrepreneur, donc il y a cette dualité emploi et entrepreneuriat. Il y a également le fait qu'on s'intéresse aussi bien au rural qu'à l'urbain, on s'intéresse aussi bien à la start-up qu'à l'entreprise cette dualité entre le software et le hardware, c'est-à-dire qu'on a des centres dédiés physiques qui peuvent accueillir les jeunes de tous les territoires, mais également tout le côté pédagogique, programmation, formation. Et enfin, cette dualité où on accompagne et le formateur et le formé. Et un peu comme ce que fait la Tiamouilcom avec l'écosystème associatif entrepreneurial, l'idée n'est pas seulement d'upgrader ou d'accompagner les entrepreneurs et les jeunes, mais aussi d'accompagner le tissu qui les accompagne. Voilà. Donc, c'est ça qui est, à mon avis, assez intéressant et assez unique dans ce programme où la région est pilote et qui, je l'espère, sera déployé après sur d'autres régions du Maroc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Madame Oui, Fadel? bien sûr. Avec grand plaisir. C'est un projet qui me passionne. Et donc, là, je parle en fait avec ma casquette Banque mondiale, puisque c'est mon emploi principal actuellement, après avoir fait un petit intermède auprès de la CSMD. Voilà, donc c'est un programme qui a été lancé en 2019. Peut-être un premier point, je tiens à dire que c'est un programme qui était en fait un peu précurseur du nouveau modèle de développement parce qu'il intégrait d'ores et déjà beaucoup de ces grands principes. Donc comme vous l'avez dit, c'est un programme qui est territorial. Il agit, il est déployé sur la région de Marrakech-Safi. C'est un programme qui est vraiment, je pense, assez exemplaire en termes de co-construction et de partenariat. On a dans ce programme donc 5 partenaires institutionnels marocains autour de la table, donc, dont le CRI, mais aussi donc l'INDH, le nouveau ministère de l'Emploi, le département de la formation professionnelle et la NAPEC. Et en fait, ce n'était pas forcément très facile au départ, mais ce programme montre vraiment bien, à mon sens, à quel point les acteurs au niveau local sont à même de travailler ensemble et de se compléter vraiment autour d'objectifs alignés et qui a vraiment une grande valeur ajoutée à déployer, à réfléchir aussi au niveau local. Parce que c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a le bon niveau de jonction entre les bénéficiaires d'une part et les responsables publics d'autre part. Et on peut donc concevoir des choses qui sont vraiment adéquates aux besoins. Et en plus, dans la proximité, en particulier lorsqu'on parle d'entrepreneurs, de jeunes, voilà, enfin, plus on est proche d'eux, mieux c'est, parce qu'il ne faut pas oublier que la mobilité a un coût, l'accès à l'information a un coût, etc. Donc, la proximité est véritablement importante. Donc, ce projet, comme vous le dites, en fait, c'est un projet d'inclusion des jeunes qui se veut intégrer. Donc, d'un côté, travailler sur l'employabilité à travers notamment l'amélioration de compétences, des formations qualifiantes et la formation par apprentissage dans les filières porteuses au niveau de la région, donc en partant des besoins. Et d'un autre côté, en fait, ce qu'on appelle la demande, c'est-à-dire la création d'opportunités d'inclusion, où l'entrepreneuriat est véritablement pris comme un levier principal et vu comme une source de création d'opportunités d'inclusion et également avec une activité qui agit sur le développement des chaînes de valeur avec les entreprises déjà existantes et déjà actives, mais donc plus dans une dynamique de développement pour les porter à un stade supérieur. Voilà, donc peut-être vu le thème de la rencontre aujourd'hui, je vais m'étaler un peu plus sur la partie entrepreneuriat. Donc là, vraiment, il y avait 2 idées complémentaires qui partaient lorsqu'on a conçu ce programme ensemble, vraiment de l'analyse des besoins au niveau de la région et de l'analyse de son écosystème entrepreneurial, etc. Donc 2 activités. La première, c'est la mise en place de centres d'accompagnement à l'entrepreneuriat et au développement économique local. Donc, il y en a 8 dans chacune des provinces et préfectures de la région. Et ces centres, en fait, viennent répondre au besoin de créer un point d'entrée
une plateforme pour les entrepreneurs au niveau provincial où les aspirants entrepreneurs ou entrepreneurs déjà établis peuvent se diriger pour tout besoin, pour trouver l'accompagnement, l'information, etc., en lien avec l'action entrepreneuriale. Donc, de l'accueil, de l'information, de l'orientation, mais également un tas de services, par exemple les études de marché sur les chaînes de valeur à potentiel dans la région, l'accompagnement juridique, l'accompagnement à la création, ça pourrait même être des points d'accompagnement sur ce point également. Et aussi, ça se veut comme un lieu de rassemblement de l'écosystème entrepreneurial au niveau des provinces. Parce que je pense qu'on le constate tous, il y a beaucoup de gens qui touchent de près ou de loin à l'entrepreneuriat, entre les associations, les autorités publiques, qui beaucoup ont des programmes destinés à l'entrepreneuriat, la CGEM, etc., des entrepreneurs parfois eux-mêmes matures de la région qui sont prêts à donner de leur temps et de leurs compétences pour aider l'écosystème. Simplement, tous ces acteurs-là n'ont pas de point d'ancrage pour se retrouver autour de cette thématique. Donc, c'est un peu l'objet de ces centres, et d'ailleurs avec une gouvernance qui devrait allier tous ces gens pour faciliter le dialogue sur la problématique de l'entrepreneuriat au niveau des provinces, au niveau de la région, et donc avec l'idée que ainsi, les bonnes idées seront trouvées, les bonnes solutions à tout problème qui puisse intervenir. Et donc aujourd'hui, ces centres sont réhabilités, aménagés, etc. Je pense qu'une partie très intelligente, à mon sens, de ce programme, c'est que les autorités n'ont pas cherché à aller construire de nouveaux bâtiments, etc. Ça a été fait avec l'existant. Beaucoup de bâtiments vides dans les provinces qui ont été simplement identifiés, remis en état et qui sont aujourd'hui prêts à accueillir les jeunes, donc vraiment dans les prochaines semaines. Et on espère effectivement que ça puisse être un modèle duplicable à d'autres régions. Ce programme est très observé, en fait, pour voir s'il peut être élargi. Voilà. La deuxième partie, le deuxième programme, la deuxième activité à destination des entrepreneurs, c'est un programme qui est fait sous la houlette de l'INDH et qui est un programme d'accompagnement aux entrepreneurs de la pré-création avec un accompagnement pré-création et post-création, et où l'idée, c'est vraiment d'identifier tous les aspirants potentiels entrepreneurs au niveau de la région, de travailler avec eux pour confirmer leur appétit à l'entrepreneuriat. Et si c'est le cas, avec une condition en fait de création effective d'entreprises, et d'ailleurs, ça ne concerne pas les auto-entrepreneurs, c'est vraiment pour les entreprises à même elles-mêmes de créer de l'emploi par la suite, les accompagner en post-création avec de l'accompagnement technique et également une contribution financière de l'INDH qui peut aller jusqu'à 100 000 dirhams. La cible ici, c'est vraiment, ce qu'on voit en tout cas émerger de ce programme à aujourd'hui, c'est la création de beaucoup à ce stade, de petites TPE, mais qui ont déjà pour beaucoup 2, 3, 4 emplois. Voilà, et qui se lancent. Donc, c'est un peu différent d'autres cibles, mais c'est un peu aussi, au niveau en tout cas très local, c'est probablement une cible que l'État doit regarder de très près pour stimuler la dynamique, la création d'entreprises. Comme l'a dit Stimsfer, c'est aussi, alors, en quoi c'était précurseur de nouveaux modèles de développement, c'est aussi l'inclusion de cette approche de faire. Donc, la conviction que c'est pas l'État, c'est pas les services de l'INDH qui ne disposent malheureusement pas de l'expertise entrepreneuriale qui vont pouvoir déployer et accompagner. Donc, tout ça est délégué à des prestataires de services qui ont été sélectionnés dans le cadre d'un processus très rigoureux. Il y en a 6 qui ont été retenus au niveau de la région et qui sont aujourd'hui en train de déployer dans toutes les provinces et dans une extrême proximité avec les bénéficiaires. Quelques leçons peut-être très rapidement à ce stade, encourageantes, donc je tiens à les partager parce que nous étions en mission sur le terrain la semaine dernière avec M. Msfer, j'ai pu moi-même aller à Souera, à Chichawa, rencontrer quelques entrepreneurs, etc. Bon, d'abord, on a des chiffres importants de création. Je pense qu'au bout de 2 ans, aujourd'hui, on est à 460 environ entreprises effectivement créées, partant de environ 3000 qui ont été accompagnées en pré-création. Le programme est très apprécié aujourd'hui par les entrepreneurs, donc j'invite ceux qui ne le connaissaient pas à se rapprocher,
des services de l'INDH et des prestataires au niveau local pour s'informer davantage. Un autre enseignement très, très important, c'est qu'il y a un effet de formalisation qui est la petite entreprise. Donc, beaucoup des candidats qui sont sélectionnés par un processus qui passe par le prestataire, puis par l'INDH, etc., c'est vraiment plusieurs étapes, mais beaucoup de ces gens-là disposent d'expériences préalables et ont une connaissance d'un certain secteur et arrivent en fait à un stade où ils sont prêts à créer leur propre entreprise. Souvent, ils travaillaient dans l'informel avant. Donc, il y a vraiment un effet de formalisation, de libération d'espace en fait pour d'autres emplois informels qui aujourd'hui, même à la Banque mondiale, on commence à dire informal is normal. C'est pas forcément, c'est pas quelque chose à encourager, mais c'est pas forcément négatif. Des fois, c'est un passage obligé pour l'acquisition d'expérience de la part de gens qui ensuite, si c'est intégré dans un schéma de formalisation, c'est pas grave. Voilà. Donc dans ce programme, on voit ce parcours justement se faire et on voit beaucoup de jeunes vraiment très intéressés. Et en fait, il suffit de ce petit coup de pouce, c'est de l'accompagnement de quelques mois et une aide au démarrage de 100 000 dirhams qui véritablement les aide à démarrer quelque chose de concret. On a visité des projets dans des locaux avec des clients, etc. Et ce n'est pas une logique de subsistance. C'est entre la subsistance et je ne vais pas dire la start-up, et le début de PME. Et c'est un maillon quand même très important. Bon, le challenge maintenant, c'est de suivre un peu la viabilité de ces entreprises. Comme le disait Cécile René tout à l'heure, voilà, l'objectif, ce n'est pas juste qu'elles soient créées, c'est vraiment qu'elles soient viables, qu'elles créent de l'emploi. Et ça, c'est des choses pour lesquelles nous, en tout cas, à Banque mondiale, on est très intéressés. On va veiller à observer ce cas pour voir vraiment les impacts à long terme et aussi pour observer un peu les modalités de déploiement les plus efficaces en vue d'une généralisation au niveau national et en tirer les leçons. Et juste par rapport aux interventions précédentes, ce que je voulais dire, c'est aussi que dans l'opinion publique, souvent, c'est comme si on confrontait la TPE avec la start-up ou avec la grande entreprise ou avec la subsistance, etc. Je pense qu'au Maroc, aujourd'hui, l'impératif de croissance, l'impératif de création d'emplois est tel qu'on n'a pas à faire de choix. Chacune de ces catégories s'adresse à des populations différentes, à des capacités différentes. Celui qui va lancer la TPE probablement n'a pas forcément la capacité d'aller vers la start-up et inversement. Et pour moi, tous ces programmes qu'on a cités aujourd'hui à travers les différentes interventions sont très complémentaires et confortent cette idée qu'il faut aller chercher tous les viviers là où ils sont, chacun à hauteur de son potentiel, et de manière à vraiment faire de l'entrepreneuriat sous toutes ces catégories, sous tous ces types, une nouvelle philosophie et une forme d'engagement des citoyens, de création de richesses, de libération d'initiatives. Chacun a sa portée. Voilà, je m'arrête là. Merci. Écoutez, c'est très intéressant. Effectivement, nous, ces entrepreneurs dont vous parlez, qui sont issus du programme d'insertion économique des jeunes, il y en a une dizaine qui sont représentés dans un des halls qu'on a nommé Meet Our Stars. Donc, parce que c'est vraiment pour nous des pépites et des étoiles qu'on a envie de faire découvrir et qui ont des choses très intéressantes. Et c'est vrai. Et TPE normale, enfin non digitale ou non innovante, il y a de la place pour tout le monde. Et moi, je me plais à répéter que la toute première, je crois la toute première TPE qu'on a accompagnée pour Telaka faisait des œufs traditionnels, Bidlbilti. Et aujourd'hui, elle est florissante et elle a pu employer pas mal de personnes. Donc, c'est vraiment, toutes les offres et tous les produits disponibles concernent exactement tous les porteurs de projets, tous les entrepreneurs, quel que soit le secteur d'activité, pour peu que ça soit une activité créatrice de valeur et d'emploi. Avant de laisser Madame Maté, la conseillère du ministre, faire la synthèse de ce qu'on a dit et un peu conclure cette table ronde, je voulais juste dire que
L'entrepreneuriat est également, comme vous pouvez le constater, au cœur des nouvelles missions des CRI. Tout comme l'a dit M. Sergheni pour la CCG, les CRI, après la loi 47-18, sont devenus des établissements publics avec un élargissement de leurs prérogatives et de leurs missions. Et ce qui est clairement écrit de par la loi, c'est qu'il faut aussi donner toute sa place à la petite entreprise et la PME en difficulté. Donc, nous sommes là pour accompagner les gros investisseurs, bien sûr, qui viennent avec leurs grands projets, mais également accompagner l'entrepreneur, même l'auto-entrepreneur. Et le Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi le fait d'abord en présidant le CRCA, le comité régional de coordination et d'accompagnement du programme TELAPA, mais également à travers des programmes propres. Bien sûr, la coordination du programme avec la Banque mondiale d'insertion économique des jeunes, mais également des programmes propres tels que le CRI Boost Lab. On a également fait du speed banking entre les opérateurs, avec toujours cette envie d'abord d'accompagner, de préparer, et ensuite de mettre en relation les porteurs de projets, les entrepreneurs, avec soit les donneurs d'ordre, CGEM, etc., soit les organismes de financement et d'accompagnement. Très rapidement, donc, ce salon, je le répète pour ceux qui ont rejoint en cours de route cette table ronde, donc le salon est officiellement lancé. Les ateliers ont démarré à partir de 9 h. 55 exposants vous attendent pour vous donner toutes les informations auxquelles vous avez droit et qui peuvent vous intéresser, que ce soit pour le financement, l'accompagnement ou même pour l'inspiration, parce qu'il faut être inspiré. Nous avons des histoires à vous raconter. Nous avons une dizaine d'entrepreneurs. On a parlé de start-up sur des licornes africaines aujourd'hui qui commencent à être mises en place au Maroc, sur des gens qui accompagnent le tissu économique et entrepreneurial dans le développement durable, etc. Donc, vraiment des gens qui ont des choses à partager. Et donc, je vous invite tous à venir découvrir ces différents stands d'exposition et ateliers de sensibilisation. Madame Belmaté, c'est à vous, si vous voulez faire le mot de synthèse. Merci Yassine. J'ai été déconnectée, mais reconnectée juste à temps. Merci Sims pour l'invitation déjà. Et puis, je suis heureuse bien sûr de participer à cette table ronde avec les différents intervenants. Ce que je propose, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup d'exemples qui ont été partagés autour de cette table ronde, juste de synthétiser peut-être et de donner un dernier message très optimiste pour ma part. Pourquoi? Parce que je pense qu'il existe aujourd'hui beaucoup de choses, beaucoup des programmes, des initiatives, une volonté, à la fois sur le plan national, mais aussi sur le plan régional. On a pu d'ailleurs, nous, l'apercevoir quand on est venu dans votre région Simsfer, mais aussi à travers toute une tournée régionale que nous avons entamée. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe d'abord une vision, bien sûr, portée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il y a ce nouveau modèle de développement, comme vous avez tous dit, comme a dit Monsieur le ministre, qui est le résultat d'un think tank collectif. En fait, il a été fait par les Marocains pour les Marocains. Certes, on peut benchmarker, regarder ce qui se fait ailleurs, mais c'est très, très intéressant aussi de personnaliser l'approche et les orientations à nos besoins, que ce soit sur le plan national, mais aussi régional, pour bien apprécier les besoins des citoyens. Il y a la loi de finances, en fait, 2022, qui apporte des programmes vraiment au cœur de cet acte d'entreprendre. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de propositions portées par différents acteurs. Quand on a fait un petit peu l'état des lieux, le diagnostic de toutes les propositions portées par la CGEM dans le cadre du livre blanc, par le Small Business Act, le bilan du programme TELAPA, des diagnostics qu'on peut faire sur différents programmes, il y a vraiment, on ne part pas de zéro. Et c'est là l'intérêt, c'est qu'il y a des choses qui existent, certes perfectibles, donc le kamel ou l'illah, de toute façon, l'essentiel c'est de partir de quelque chose qui est là, qui existe, et de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de notre efficacité et de notre approche. Et donc, par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, le défi
de la prochaine étape, je pense, c'est vraiment de faire converger les énergies entre cette vision stratégique et centrale et ses besoins régionaux et qu'on trouve un point de convergence pour structurer un petit peu cette chaîne de valeur entrepreneuriale. Mais à partir vraiment de la promotion de l'esprit entrepreneurial chez les plus jeunes, il faut que ça commence là, jusqu'à cet appui, cette impulsion d'une nouvelle dynamique entrepreneuriale au niveau national par des nouvelles créations. Bien sûr, en accompagnant les unités informelles, j'ai beaucoup aimé ce que Hind a dit. Donc l'informel, finalement, c'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose de péjoratif. Au contraire, ce sont des unités économiques qui existent aujourd'hui, qui emploient des gens, qui créent de la valeur et de la richesse. Donc, de voir aussi comment on peut les intégrer justement sur un mode beaucoup plus structurant, de pouvoir accompagner l'ensemble des segments de la très petite entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, le besoin d'un auto-entrepreneur n'est pas celui d'une très petite entreprise. Et même dans la très petite entreprise, on peut segmenter aussi un petit peu les besoins. Je veux dire, il y a cette notion de gazelle, un petit peu des jeunes entreprises à fort potentiel qu'on doit aussi accompagner. Les startups, je sais qu'il y a un Startup Act, une proposition dans ce sens. Donc, voilà, et puis il y a ce qu'on peut appeler l'entrepreneuriat ciblé, féminin, autour des entreprises sociales, de tout ce qui est environnemental. Donc l'idée, c'est vraiment de structurer, de converger les énergies autour d'une vision intégrée pour accompagner tout le monde. Voilà, pour que, quel que soit avec le citoyen, qui veut entreprendre, eh ben, qu'il sache où s'adresser et qu'il ait une offre d'accompagnement. Voilà, je pense que c'était… Oui, tout à fait. Non, c'était très synthétique et très intéressant, et je trouve que l'intitulé même du ministère porte espoir. Ça veut dire qu'on a compris un peu le sujet, et en associant l'inclusion économique avec la petite entreprise, l'emploi et les compétences, ben, tout est dit et ça porte vraiment espoir. Vous avez parlé rapidement du Startup Act. Moi, je sais que la CGM se fera fort de faire le lobbying et le plaidoyer nécessaire pour, comme ce qu'a fait la Tunisie avec son Small Business Act, avoir vraiment un acte marocain très fort à ce niveau-là. Alors, il y a eu des questions aussi, pas mal de questions qui ont été posées. Nous, comme on a un peu débordé, je promets à vraiment tous les gens qui nous ont suivis qu'on va répondre, même après coup, par mail ou sur les réseaux sociaux à toutes les questions, mais j'en retiens qu'une seule, qui est intéressante, puisque c'est quelqu'un qui nous dit « Bonjour, avec mon équipe, nous avons fondé de AI Gnosis, une intelligence artificielle qui aide à la détection de cancer du poumon, et nous voulons nous implanter sérieusement au Maroc, mais où commencer ?» Alors, je vais d'abord dire commencer par Marrakech Safi. Il faut venir nous voir au niveau du CRI de Marrakech Safi. Plus sérieusement, vous avez notre plateforme marrakechinvest.ma qui rassemble toutes les informations. Venir nous contacter et si vous on partagera, vous nous laisserez vos coordonnées par inbox. On pourra vous mettre en contact avec tout l'écosystème qui accompagne ce genre d'initiative. Je pense que Mme Zaheli sera très intéressée par ce projet si elle nous promet qu'elle choisira Marrakech Safi pour l'implantation. Ils sont les bienvenus. Marrakech Safi est bien entendu une région du cœur, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, en tout cas, j'invite cette personne qui a posé cette question à d'abord, parce que l'offre, on l'a vu, elle est pléthorique, elle est assez large, donc à découvrir les différentes offres d'accompagnement et de financement à travers ce salon, et après de prendre contact avec nous. Le CRI est un guichet unique, c'est vrai, mais c'est d'abord une sorte de dynamo de l'investissement. Notre objectif est de vous accompagner de l'idée de projet jusqu'à son accomplissement. Et on fait même de l'aftercare aujourd'hui en accompagnant les entreprises déjà en place. Donc, je vous invite à prendre attache avec le Centre régional d'investissement pour qu'on vous accompagne sur ce très beau projet. Nous avons des zones industrielles, des zones d'activité économique, nous avons des incubateurs, des plateformes dédiées pour ça, et des laboratoires, des cités d'innovation, voilà, qui peuvent vous accompagner dans votre projet de recherche, de développement,
et d'implantation. Merci à tous, vraiment, pour votre mobilisation. C'est un sujet, on l'a vu, qui est très important pour nous tous et pour tous les Marocains qui nous suivent. J'espère que les gens vont profiter des ateliers. Je crois que le prochain atelier a lieu à 11h. Il y en a déjà eu 2. Le prochain de 11h, c'est sur le financement et l'aspect juridique des entreprises. À midi, la digitalisation et le e-commerce. À 15h, le design thinking, cher à notre ministre de l'Emploi. Et à 17h, commerce et distribution. Voilà pour les ateliers qui vont être animés par des experts certifiés. Et demain, dès 9h, nous avons des masterclass pour des parcours inspirants. Youssef Chapor de Kilimanjaro, Mehdi Alaoui de la Startup Factory, j'en oublie certainement, Sophia Lalej de Sherry.ma, des champions régionaux comme Jafar Alami de Street for Fit, ou Hamza Baroudi de Imob, Nasser Bouchiba de Africa China Corporation et Khalid Debi de Bitik Distribution. Voilà, j'ai été exhaustif. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.